Salut la communauté, on se retrouve une fois de plus sur Le Cercle, votre podcast pour parler sport et plus particulièrement football. Toujours accompagné de Richard Na. Salut Richard. Salut Mansour, je suis très content aujourd'hui parce que la personne qu'on reçoit, Ouais. franchement, moi je l'appelle la légende. La légende, c'est vrai qu'on va la présenter un petit peu, mais déjà on va vous dire, on va faire un podcast forcément spécial Cannes parce que la Coupe d'Afrique des Nations approche, hein, on est à quelques jours maintenant, on sent que là, les trucs sont en train de monter. Notre Mm. invité, il a je ne sais combien de Cannes à son On est à actif. 22 jours de la CAN. Il nous dira, il a combien de Cannes à son actif. Je pense qu'il en a beaucoup. Il a sillonné énormément de pays de continents. Il a suivi beaucoup de compétitions. Je pense que c'est un puits d'anecdotes parce qu'il doit en avoir des centaines et des centaines. Notre invité, c'est Hervé Penaud, journaliste de l'équipe. Bonjour Hervé. Eh ben bonjour, je suis très heureux d'être accueilli comme ça déjà. Parce que j'aime bien être appelé la légende, c'est sympa ça. Je rigole. Ben, Non, merci en tout cas de votre invitation. Et puis quand il faut parler foot africain, ben, je suis toujours présent, évidemment. Exactement, parce qu'en plus, voilà, on s'était dit, il faut qu'on fasse un truc quand même, vu que la CAN elle va commencer. Mm. On a cherché un petit peu, on s'est dit, bon, non, on va inviter Hervé quand même parce que là, c'est Monsieur Cannes. Parce c'est que, du lourd, hein, c'est ouais. du lourd. Parce qu'en plus, toi, tu en as fait combien des Cannes? Eh ben ma première c'est en 2000. Donc celui de calculer, ça doit faire 14 ou ça sera ma 14e ou C'est ça. 15e. Ouais, Et ça fait 25 ans que tu suis le football africain. ouais, absolument. 25 ans. Plus avant, j'avais quand même un intérêt pour le football africain, mais vraiment le suivre, être sur les terrains et être à la CAN, 25 ans. Première CAN 2000, tic, au Ghana. Puis au Nigeria pour la finale. Coupe d'Afrique au Ghana. Donc Ouais. ça veut dire que tu as vu Eto'o naître. Ah, absolument. Non seulement je l'ai vu naître, mais j'étais dans l'hôtel des Camerounais. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup rapproché des joueurs camerounais et qui était un peu mon premier coup de cœur, j'allais dire, un peu comme pays, le Cameroun, évidemment. C'est d'être au Novotel à Accra avec eux. Moi, c'était ma première CAN, j'étais un peu tendu parce que c'était pas simple, j'avais pas de connaissances. Et puis là-bas, bon, vous savez, on est en 2025 aujourd'hui. Et à l'époque, tout fonctionnait pas comme aujourd'hui, hein. Les téléphones portables, je vous raconte pas. Je me souviens, une fois, je voulais appeler Gérard Gilly, qui était entraîneur de l'Égypte à l'époque, qui était au Nigeria. Il n'y a pas WhatsApp déjà. Ah non, Non, j'en mais parle même on se rend pas. pas compte. Ah, mais je Les parle même générations ne pas. se rendent pas compte, il n'y avait pas WhatsApp à cette époque-là. Ah mais non, mais je me souviens qu'à un moment, je suis dans ma chambre, je dis, il faut absolument que je l'ai au téléphone. Je prends donc le combiné de la chambre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un combiné, c'était le téléphone, Le le gros téléphone. téléphone, là, comprenez. Et impossible d'avoir la ligne, ne serait-ce que la ligne. Ça veut dire, oui, oui, oui. Et une heure et demie, mais j'ai envie de prendre le téléphone, de le casser et tout. Et puis finalement, au bout d'un moment, ça vient. Donc là, après, d'un seul coup, tranquille. Et donc, c'est cette première CAN, là, quand je me suis retrouvé avec les Camerounais. Il y avait aussi les Ivoiriens, d'ailleurs, à l'hôtel. Les fameux Ivoiriens qui sont partis en camp après. Et je me souviens bien qu'on était près du bar de l'hôtel. Je discutais avec les joueurs. Il y avait Ibrahima Bakayoko et tous ces joueurs de cette génération-là, Charles Soaguel, etc. Et ils attendaient leur retour, quand ils sont éliminés premier tour. Ils attendaient leur retour, mais ils ne savaient pas du tout où ils allaient aller. Et comme à l'époque, il y avait eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'était le général Gay, hein, qui dirigeait le pays. Ils attendaient, on était le soir, ils disaient mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Hop, un avion militaire est venu les chercher, ils sont repartis, puis ils sont repartis en camp, tout de suite. On Ça a dit va. vous allez Le en fameux Côte épisode d'Ivoire, du camp. Et je peux Ah vous dire qu'à ouais. l'époque, les joueurs, ils rigolaient pas trop. Et puis après, c'était le lever de drapeau le matin. Les gens étaient au pays, étaient contents, en se disant c'est très bien, il faut qu'ils respectent le drapeau, etc. Mais ce qui était quand même complètement Hallucinant. absurde pour une équipe de football, évidemment. Alors, quand vous disiez que c'était un puits de connaissances et d'anecdotes, hein, on Ah, ne vous a ça. pas menti, on n'a même pas encore commencé. Comment Justement, c'est là, avant d'entrer dans le sujet Donc de la Eto'o, CAN, voilà, ce que tu me voilà, disais Eto'o, c'est donc vrai. Eto'o, je l'ai connu là, je l'ai connu à cette époque-là. Et première fois que je l'ai vu, j'ai dit waouh, la qualité technique là, mais c'était incroyable. Non, franchement, moi, il m'a ébloui d'entrée. Et c'est un personnage, c'est une vraie personnalité, c'est un truc. Parce qu'il était pareil, le Eto'o que vous voyez là, sûr de lui, etc. C'était le même quand il avait 20 ans. Hein. Mm. Ah ouais. C'était exactement le même. Et j'ai une anecdote, puisqu'on parle. un Ah petit non, peu sur les vas-y. anecdotes. Je me souviens bien une fois, c'était à la Coupe. Alors là, c'était pas à la CAN, c'est Coupe des Confédérations, donc 2001. Mhm. On est au Japon. Et puis à la fin du repas de l'équipe du Cameroun, je dis bah tiens, je vais faire une interview avec Patrick Mboma et Samuel Eto'o. Et je les amène dans un endroit et tout. Hein. Puis Patrick parle, et qui était le boss, hein, quand même, un boss de Bien l'équipe sûr. et tout. Et il parle d'Eto'o, il dit joueur exceptionnel, faudra simplement qu'il écoute. Sous-entendu, bon, et il était à côté, Samuel. Il dit ouais, parce que des fois c'est dur pour toi, il me dit ouais, ouais. Et c'était naturel de dire effectivement, moi j'ai mon chemin, je trace mon chemin, mais s'il est le Eto'o d'aujourd'hui que vous avez découvert, c'est parce qu'il était comme ça à 20 ans. Sinon, Eto'o, c'est quelqu'un qui aurait jamais rien fait de sa vie, Exact. s'il n'avait pas eu ce tempérament, cette sensation qu'il était le meilleur que tout le monde. Alors avec les qualités absolument incroyables, et ben les défauts de certains, mais qui ne lui permettraient pas d'être Eto'o président de fédération aujourd'hui, et puis surtout immense joueur qui, à mes yeux, est quand même le plus grand joueur de l'histoire du foot africain. Si.
Les Ivoiriens ne seront pas d'accord, mais bon, justement, ça fait partie du débat. Mais il y a débat, il y a débat. Alors- Et j'adore bien Didier sûr. Drogba, j'adore Non. Yaya Touré. Exactement. En En fait, fait, on l'oublie souvent Yaya Touré dans C'est l'équation, attention. il ne faut pas les opposer de toute façon. Non, Moi, non, Hervé, non, j'avais non. une question et je pense que beaucoup se la posent. Du coup, en fait, comment est-ce que tu es arrivé dans le football africain? Bah, c'est un truc assez simple, hein. C'est quand j'arrive à l'équipe en 1999, et il y a une petite annonce. Celui qui veut faire la CAN en 2000, eh ben, il faut qu'il soit candidate. Alors moi, tout de suite, je me suis dit coup de chance. Et encore, je l'ai vu au dernier moment. Ça se trouve, Exact. j'aurais pu ne pas candidater. J'ai Exact. candidaté et j'ai été pris avec la seule obligation qui était celui qui faisait la CAN ne faisait pas l'euro. Parce que, D'accord. il fallait Forcément. quand même Donc tu as que, sacrifié. ouais, ah non, c'était pas un sacrifice. Moi, tout de suite, j'ai dit, je veux faire la CAN, et pas même l'euro, mais je m'en fous complètement. Ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, pendant des années, les chefs me demandaient de faire l'équipe de France, qui est chez nous un peu le Graal, on va Mhm. dire. Et chaque fois, je disais, non, l'équipe de France, c'est très bien, mais moi, j'ai envie de faire le foot africain, c'est ce qui m'intéresse. Vous savez, c'est un peu plus que du foot. Moi, j'ai vécu des trucs que personne n'a vécu, je Mhm. pense, dans mon métier. Mm. En termes de reportage, de relations. Mhm. Et puis c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Moi, ça m'a nourri, hein. La personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux gens que j'ai rencontrés là-bas. Mais justement, d'où te vient cet amour? Parce que moi-même, je ne comprends pas. Parce que si tu dis que c'est sur une annonce et que tu as postulé, et c'est un amour que tu as depuis longtemps sur le Oui, foot oui, africain? depuis longtemps. Moi, la première fois que je suis allé en Afrique subsaharienne, alors j'étais allé en Égypte une fois dans un voyage que j'avais gagné dans un jeu télévisé plus jeune. Enfin, je faisais beaucoup de jeux télévisés, ça me permettait de gagner un peu de. Le nom du jeu, tu l'as Oh, encore? je me souviens même plus. Ah ouais. Le premier, c'était Star Quiz. C'était un truc sur Canal+. Ah, Avec Philippe Rizzoli qui présentait à d'accord. l'époque. Puis après, j'en ai fait quelques-uns qui m'ont permis de faire voyage. gagner quelques D'accord. petites choses. Donc, un voyage en Égypte. Mais c'est quand je suis allé au Gabon, j'avais Claude, un de mes meilleurs amis qui travaillait là-bas Mm. et qui était au Gabon. Et j'ai fait 3 semaines là-bas. Et j'ai adoré. Voilà, comment vous pouvez expliquer ça? Mm. Et j'avais lu un livre qui avait été aussi offert par Thierry, qui est mon meilleur ami, et qui était Onitsha de Leclésio, qui se passait au Nigeria d'ailleurs. Mm. Et j'avais été pris par l'histoire, pris par vous savez, ce sentiment que c'est quelque chose que vous avez envie de connaître, de découvrir, Mhm. une atmosphère. Et voilà, j'ai été pris tout de suite. Alors ouais, après, vous pouvez me dire que ma femme est ivoirienne, donc ça Ça, peut on ne le aider. savait pas. Hein. Ouais, ma On femme savait est que t'étais ivoirienne le beau-frère d'origine, d'Eto. mais elle est française. Mais c'est pas nécessairement ça du tout, hein. C'est plutôt tout le reste. Alors si, ça m'a permis d'aller en Côte d'Ivoire, de voir plein de choses évidemment, mais c'est un ensemble, quoi. C'est un Mm. ensemble de choses qui fait que. Et puis après, quand vous êtes dans quelque chose, parce que moi quand je travaille, j'essaye, enfin Mhm. autant que faire se peut, de travailler le plus possible. Et donc plus vous investissez, plus vous aimez. Plus vous avez des relations avec les gens, plus vous connaissez les acteurs du jeu. Ouais. Vous savez, il y a plein de vacances que je passais à aller faire des CAN U17, CAN U20, ou aller dans les hôtels en région parisienne, voir les joueurs qui étaient en stage. Ça fait que j'ai connu plein de gens. Mm. Et puis voilà, c'est au fil du temps, quoi, c'est devenu une passion absolue, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'après, moi, j'attends les matchs foot africains avec plus d'intérêt que l'Euro, par exemple. Alors justement, tu as couvert plein de compétitions européennes, africaines et peut-être aussi mondiales. Mhm. Qu'est-ce qui fait que pour toi, l'ambiance CAN, elle est si particulière? Parce que c'est quelque chose de différent. Déjà, il faut bien se rendre compte de ce que représente le foot en Afrique. Mhm. Alors bien sûr, je comprends bien qu'en Europe, c'est pareil, vous avez des pays, Mhm. vous voyez les Islandais, les Écossais, etc. Mais en Afrique, c'est un peu plus que du foot. C'est-à-dire qu'à travers le football, vous pouvez vivre des émotions que vous n'avez pas la chance de vivre dans la vie de tous les jours, parce que Mhm. malheureusement, il y a beaucoup de pays aussi où il y a une pauvreté qui est immense, des problèmes politiques énormes, Mhm. et je parlais même pas de guerre qu'on Guerre. connaît dans certains pays. Mhm. Et tout ça, il y a un moment, quelque chose peut se fédérer de positif, et c'est autour de l'équipe nationale, où là, vous n'avez plus de problèmes ethniques et tout ce qu'on peut connaître parfois dans certains pays, même s'il ne faut surtout pas réduire les pays à ça, parce que là, je ne peux pas assez pour dire qu'il faut arrêter de penser l'Afrique en termes ethniques, mais il n'empêche qu'il y a ce sentiment. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez drôle en Afrique, parce que je dis souvent, l'Afrique n'est pas une et indivisible, mais il y a quand même un élément où on peut dire quand même qu'il y a un sentiment d'Afrique quand même qui existe. Par exemple, vous allez voir en Europe, si la Serbie est en finale de la Coupe du Monde, tout le monde s'en fout. En France. Ah ouais? Personne va se dire. Oui, il n'a pas si tort. Ouais. la Roumanie est en finale de la Coupe du Monde, en France, sauf si vous êtes fan du football roumain, ce qui est tout à fait votre droit, évidemment, mais il n'y aura pas de sentiment d'appartenance. Alors qu'en Afrique, c'est pas pareil. Parce que même les gens qui disent chaque pays est différent, mais si vous avez le Ghana en finale,
de la Coupe du Monde. Mhm. Je suis persuadé qu'au Sénégal, ils seront un bloc derrière le Ghana. Exact. Au Cameroun, ils vont regarder le Ghana parce Exact. qu'il va représenter l'Afrique. Donc, il y a quand même un moment Mhm. ce sentiment Mhm. d'existence commune. Mhm. Et alors, bien sûr, qui a été un peu développé sur du panafricanisme politique, mais, Mhm. mais en dehors de ça, c'est-à-dire qu'il y a cette manière de voir, les gens étaient derrière le Maroc. Ouais. Et pourtant, on sait que c'est pas toujours simple entre les C'est pays vrai. du Nord et les pays du Sud de l'Afrique. C'est vrai. Mais tout le monde était quand même derrière le Maroc parce qu'il représentait le continent. Mhm. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en avant, en dépit du fait que chaque pays est différent, chaque pays a son histoire, chaque pays, etc. etc. Mais avec ce sentiment d'africanité sportive, hein, en footballistique en tout cas. Mais justement, Hervé, c'est vrai parce que j'ai le souvenir d'un Uruguay-Ghana où Suarez et toute Mais c'est la l'Afrique. Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, justement. Mais est-ce que aujourd'hui, la CAN par rapport à un euro, pour toi, quelle est l'ambiance de la CAN par rapport à un euro? Ah ben moi l'ambiance c'est énorme. Alors il y a une chose, il faut quand même pas oublier à la CAN. Alors sauf la dernière CAN en Côte d'Ivoire qui a été un succès absolu sur ce plan, c'est qu'en général, bon, est lié aussi à la politique ivoirienne puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'immigrés en Côte d'Ivoire, donc beaucoup d'immigrés de pays qui étaient qualifiés pour la Coupe d'Afrique, mais pas Exactement. seulement. Il y a aussi les gens qui sont déplacés au stade. C'est les affluences. Les affluences sont souvent assez faibles, sauf pays organisateurs et quelques pays importants. On verra au Maroc. J'espère que je me trompe pour le Maroc, mais c'est possible que certains matchs n'aient pas grande affluence dans les tribunes. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas les moyens de se déplacer. À un moment, vous ne pouvez pas dire à des gens de venir faire 3 semaines, si vous êtes vous vivez, je sais pas, au Congo, Ouais. au RDC, ou au Côte d'Ivoire, au Cameroun, et puis il faut aller se déplacer au Maroc à 100 € la nuit ou à 80 €, même si vous ne trouvez pas cher, à 60 € la nuit. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui ont la possibilité de le faire. D'où ces supporters qui sont souvent payés par les fédérations, qui viennent, etc. Oui. Donc effectivement, il y a moins de monde au stade. Mais en revanche, alors sur les pays organisateurs, c'est absolument incroyable, d'où l'importance que des pays organisateurs aillent loin dans la compétition. Mais en revanche, ce que je dis, autour des terrains, là, il y a toujours une ambiance, une vie, une sensation qu'on vit un événement particulier, quelque chose de majeur. Hein. La Côte d'Ivoire, je ne parle même pas. Le Cameroun, je ne parle même pas. Et pourtant, on était en période Covid, c'était compliqué. Et n'empêche, c'était des moments forts. Et donc, j'ai vécu la CAN au Mali. Par exemple, Mali, c'était magnifique. 2002 Mali. Hein 2002, 2002 Mali. 2002. Ghana, Nigeria aussi. Hein. Ghana, c'était incroyable. Il y avait quand même une ambiance phénoménale. Les gens étaient derrière leur équipe nationale. Mais je me souviens qu'un des premiers matchs, au Ghana, il y avait peut-être 60 personnes dans les tribunes, ou 80 dans le grand stade. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas associer le monde que vous pouvez voir dans le stade avec la passion que peut générer une compétition. Alors justement, avant d'entrer dans le vif du sujet par la CAN 2025, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, un truc qui t'a marqué sur une CAN? Voilà, Après, tu en as plein, mais après, positif ou négatif, peu importe, mais en tout cas, une anecdote vraiment. Ouais, alors je réfléchis. Alors là, j'ai tellement d'anecdotes. Une des premières, allez, une des premières. Peut-être ton premier truc, peut-être ta première CAN, un truc qui s'est passé. Quand je suis arrivé, la première CAN, donc j'arrive, je pense, en début de semaine au Ghana, et je connaissais personne, et j'étais un peu tendu, et je vais chercher mon accréditation. Et elle n'arrivait jamais. Dans les premiers jours, deuxième jour, le match était peut-être le samedi, et le vendredi, je dis, mais toujours pas d'accréditation. Et là, j'étais hyper tendu. Je me dis, je vais même pas pouvoir aller au stade. Je savais qu'au journal, ils disaient, mais attends, on peut pas le joindre, c'est compliqué, on va finir par le renvoyer. Donc, et finalement, c'est arrivé à la dernière minute. Quelqu'un est arrivé à balancer plein d'accréditations sur la table. Bon, moi, comme je suis blanc, c'est plus facile, ça ressortait avec la photo. Hop, j'ai vu tout de suite, j'ai pris, je dis ouf. Mais ça a été ça. Et lors de cette première CAN, par exemple, quand j'ai voulu aller au Nigeria, c'était pour la finale, jusqu'en demi-finale, je suis resté au Ghana. Et pour la demi-finale, je vais pour prendre l'avion. Et là, il dit non, il n'y a plus de place. Je dis, mais attendez, j'ai payé, etc. Il n'y a plus de place. Enfin, le mec, je dis, et puis c'était un bordel sans nom. Et moi, je partais avec l'équipe du Cameroun dans le même avion. Comment ça, je vais faire? Je ne peux pas arriver en finale et tout. Alors, je me suis dit, bon, tiens, je vais donner un petit peu. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je vous donne 150 $? Ah, il y a de la place. Ah, voilà. J'y vais. Voilà, ça c'est drôle, c'est plutôt drôle. C'était 25 ans, aujourd'hui c'est terminé ces histoires-là. Mais non, des anecdotes, j'en ai tellement à l'appel. Hein. Non, mais c'est drôle l'histoire d'accréditation parce que moi, il m'est arrivé une galère aussi pareille en Afrique du Sud en 2013. J'arrive pour mon accréditation. On me dit, mais monsieur, vous êtes déjà passé. Non. Je dis, comment ça? Il me dit, non, regardez votre nom. Quelqu'un, vous êtes déjà passé. Je dis, non, je viens d'arriver en fait.
Comme quoi, ouais, c'est vraiment faux, ce genre Non, et d'accréditation. puis ça, la chance. Bon, aujourd'hui, maintenant, c'est un peu plus difficile parce que vous Mhm, n'êtes pas avec les équipes comme on l'était à une époque, mais mhm, quand on était plus dans les hôtels, qu'on pouvait discuter avec les joueurs. Moi, j'ai des moments mhm, incroyables. Plus Vous de savez, avec proximité, en Yaya fait. Touré, mhm, Drogba, Eto'o, mhm, même Adebayor. C'est des moments où on pouvait aller les voir, raconter des choses. Et puis, vous avez des rencontres incroyables. La première CAN, là, quand j'ai rencontré un joueur algérien, Moussouni, il s'appelait Moussoumi, je crois, il s'appelle mhm, Moussouni. mhm, Lui qui m'avait raconté comment sa famille avait été, sa fiancée avait été mhm. égorgée par le fils, poussée, Oui, etc. Et à l'époque, il y avait tous les mouvements du fils dans les années 90 en Algérie, mais c'était terrible. Moi, je me souviens, je me retenais. Je disais, ah, wow. C'était, et le mec me racontait sa vie comme ça. Donc, il y a des moments où vous comprenez des histoires, vous mhm. comprenez des tranches de vie. Et, euh, et c'est vrai que c'est autre chose, quoi. Eh oui, mais est-ce que tu n'as pas. Comment tu as vécu l'épisode du Togo où il Alors, y a eu. Ouais, le Togo, incroyable. Mais le Togo, j'étais à Luanda, moi. Donc, Mhm, j'étais pas où ça se passait à Cabinda. mhm, Donc, je l'ai vécu de loin, en quelque sorte. Mais avec pas loin de la CAF, de la Confédération africaine de football, qui avait mhm. fini par quand même mettre une sanction Une contre le sanction Togo. contre le Togo. Et je voyais Issa Hayatou. Alors, Issa Hayatou, j'ai eu des relations, très longues relations avec lui, Mhm. entre sourire, et puis des fois on s'engueulait, mais on a eu Fâché. beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais je le connaissais aussi, je savais comment ça pouvait fonctionner. Et là, je m'étais un peu fâché avec lui, parce que la manière dont ils avaient géré Ouais. Ça, le c'est cas du C'était. total. Togo, c'était absolument incroyable. Même si le Togo avait fait des erreurs, attention, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de la CAF, avait fait des erreurs, mais à un moment, quand vous avez des morts dans un attentat comme ça, que vous n'allez quand même pas sanctionner les gens qui ont été tirés. Et puis Exactement. après, il était même plus question après, de toute façon, de ne pas jouer. Parce que ce qu'il faut savoir, donc, lors de cet attentat, c'est quand Adebayor arrive à Cabinda. Cabinda, c'était un petit village. Ils avaient Mhm, créé un petit village de mhm, maisons où vous aviez la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso. mhm. Et donc, où j'étais allé une fois d'ailleurs, en faisant croire que j'étais de la CAF. Il y avait quand même une sécurité Une entre eux. Je dis sécurité. la CAF, oui, allez-y, je vous en prie et tout. Et donc Adebayor, quand il arrive là-bas, il tombe dans les bras d'Eto'o, à l'époque, il se connaît, de Drogba, et ils pleuraient tous. Et à l'époque, les gars, et même Drogba, dit non, on ne jouera pas, on ne peut pas jouer là, Et dans ça, ces monsieur, ouais, les conditions-là. Ivoiriens ne voulaient pas jouer, ils voulaient Non, non, rentrer. il ne voulait pas jouer. Et après, à plus haut niveau. Puis en plus, à l'époque, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Laurent Mhm. Gbagbo était proche de Dos Santos, à Le l'époque, le sens. président de l'Angola. Donc voilà. Donc, il n'était pas question que la Côte d'Ivoire ne joue pas, évidemment, parce qu'il y avait des choses qui dépassaient le cadre du foot. Et puis, pour la CAF, vous savez, c'était show must go on, hein, toujours. Mhm. Ça a toujours été, de toute façon, show must go on, hein. Mhm, Et, euh, et donc, les joueurs ont joué. Vous me parlez d'une anecdote avec Drogba qui était assez marrante. C'est que quand il a le ballon, le meilleur joueur africain, ce qu'on appelle les CAF Awards, maintenant, Cafouat. en 2008, 12, 12, donc en 8, 8. 2008, la CAN 2008, Mhm, il a gagné. mhm, Donc, et Issa Hayatou veut absolument qu'il soit là pour la cérémonie. Et à l'époque, comme il prenait beaucoup de place dans l'équipe de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, donc lui, il s'était dit non, non, je n'y vais pas, parce que sinon les joueurs vont dire, tiens, il a encore des passes droits, etc. Et puis là, c'était vraiment l'unité à cette époque-là, mhm. 2008, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble et tout. Et il dit à Issa Hayatou, je vais envoyer ma femme, parce que c'était à Lomé, il fallait aller à Lomé, puisque Mhm. Mhm. Ah, c'est bon, je il vois. fallait aller à Lomé. Et donc il dit, il dit ma femme peut y aller pour récupérer le Le trophée à trophée. ma place. Et lui dit, et Yatou dit, ah non, mais il y a un règlement à la CAF, un règlement totalement inventé comme ça, Inventé, dans la seconde. Il dit non, ne peut récupérer le trophée que le récipiendaire. Il dit, ah ben non, mais je vais pas. Et donc, c'est comme ça que cette année-là, je crois que c'est c'est Kanouté qui l'a Frédéric eu. On Kanouté, a tout dit, à c'est le fait. premier joueur Mhm, né mhm. hors d'Afrique qui a vu le ballon d'or. Mais sur le fond, même si Kanouté était un magnifique joueur, c'est pas lui qui devait l'avoir. Ouais. Et Drogba, donc lors d'une conférence de presse, il y a une conférence de presse de 3 jours après à la Côte d'Ivoire, il m'appelle, il me dit, Hervé, tiens, il me dit, ouais. Et voilà, je voudrais faire un message pour dire que maintenant, je ne veux plus participer à ce titre de meilleur Le Elle ne joueur. titre voulait du jeu. plus. Non, non, Oui, non. oui. Et donc, Il a dit. je lui dis, bon, bah, alors, je fais un texte. Je dis, voilà, si tu veux. Et donc, il dit ce texte, même si après, c'est sa prise de la décision, mais C'est sa parce que de décision, toute oui. façon, que vous le vouliez ou pas, ça ne compte pas, puisque c'est pas vous qui décidez, c'est les Quelque gens qui part, votent pour vous. Et c'est vrai. d'ailleurs, il l'a eu après, si je ne m'abuse. Mm. Et donc, il était hyper content. Non, parce que, vous savez, c'est un peu le côté, c'est tellement décevant de ne pas avoir ce titre-là, Ce alors que trophée. lui, c'était tellement important pour lui, il faut bien comprendre. À cette Mhm. époque-là, ce qu'il représente, en plus, Didier Surtout quand on vous Drogba. dit que vous avez gagné. Ah bah surtout qu'il a gagné, Surtout de qui toute c'est qu'il façon a il a gagné. gagné, il y a pas de souci. Et il y avait et donc et Didier annonce à ce moment-là Didier Drogba annonce à ce moment-là qu'il décide de plus faire partie de ce concours, mais ça a été vite
balayé après par le temps, évidemment, parce qu'après, être meilleur joueur africain de l'année, c'est quelque chose de super important pour tous les joueurs. Bien sûr. Bon, vas-y. Alors, justement, on va rentrer quand même sur la CAN 2025 parce que c'est quand même le thème de cette, Oui, de c'est cette vrai, mais émission. avant de passer à la CAN 2025, On je passe voulais à la CAN demander 2025. Vas-y. parce que il y a beaucoup d'anecdotes, mais Hervé, de tout ton parcours à la CAN, est-ce qu'il y a un joueur que que tu as vu commencer et dont personne ne comptait sur lui? Parce que je dis, par exemple, est-ce qu'il y a un joueur que tu as remarqué qu'il pouvait être une star et au début, qui ne pouvait pas. Je prends un exemple, un joueur comme Michael Essien. Est-ce Ouais, que. Messias, je le connais. Je savais qu'il était super fort déjà. Ah oui, allez, un joueur que je connaissais pas encore du tout Oui. et que j'ai découvert lors de la CAN, je pense en 2002 au Mali, et j'ai dit waouh, quel joueur. Mhm, C'est parce que Eto'o, on sent que ça va être un grand. Enfin, je vais dire tout de suite, mhm. Eto'o, à la rigueur, c'est le premier joueur où je me Oui. dis, mais celui-là, il va tout Il va exploser. exploser, ouais. Et après, quand il est à Majorque, personne pense. Il Si va vous voulez être- une petite anecdote, tenez sur Eto'o, avec Lyon. Alors, ça sort du cadre. C'était à la Coupe des Confédérations, je crois, 2003. Et Lyon était sur Samuel Eto'o. Mm. Et Jean-Michel Aulas, et il y avait Bernard Lacombe qui était conseiller technique de Jean-Michel Aulas. Et on est dans les couloirs de Gerland, Mhm. c'était le stade de Lyon. De Lyon, ouais. Et je me souviens, il y a Bernard Lacombe qui appelle Jean-Michel Aulas. Il dit, Jean-Michel, venez, demandez Hervé. Ah, dis-lui Eto'o, hein, c'est bon ou pas Eto'o? Alors, je dis, ah ouais, Eto'o, très, très, très fort. Très, très fort. Alors, en ce moment, le problème, c'est qu'il n'était pas aussi efficace peut-être Ouais. qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Peut-être pas aussi efficace, Mhm. mais je dis, c'est un joueur hors norme. Ah, vous voyez, président, vous voyez. Parce qu'en fait, ça s'est joué à très peu. S'il avait mis un peu plus d'argent, je pense qu'Eto'o aurait pu jouer à Lyon. Mhm. Et il n'a pas mis cet argent supplémentaire, erreur majeure, parce que quand vous avez Eto'o, il faut en profiter. Surtout à ce moment-là. Et donc, il l'a pas pris. Mais c'était Eto'o. On voyait. Mais par exemple, un joueur, là, j'y pense, mais il y en aura peut-être plein d'autres, hein, je vais vous dire. Mais Djila Diarra, Ouais. par exemple, Oui. le joueur malien, Qui est à Lyon. qui a été à Lyon après. Et là, c'était un phénomène. Ah, mais franchement, Djila Diarra, il a joué au Real Madrid. Real C'est pas pour Madrid, rien. ouais. Demandé par Capello, c'est pas demandé par un entraîneur de national. J'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs nationaux, mais enfin, pour faire Il y a, sa il y a- place. il y a un écart, il y a un monde d'écart. Pour se faire sa place au Real Madrid. Bon. Et Djila Diarra, exceptionnel. Qualité de pied, puissance, il perdait jamais un ballon. Dès que vous étiez en difficulté, vous lui donniez la balle. Il manquait un peu de vitesse sur les premiers appuis, oui, mais moi, c'est toujours ce qui m'a bluffé chez lui, c'est cette capacité, si vous voulez, à jamais mettre un partenaire dans l'embarras. C'est-à-dire, dès qu'il sentait qu'il était en difficulté, il préférait lui récupérer. De toute façon, on ne lui prenait pas la balle. Hein. Et puis, alors, ouverture de 40 mètres, pied droit, pied gauche. Non, c'était un joueur phénoménal. Lui, la première fois que je l'ai vu, je dis waouh. Mais quand j'ai vu un Zokora, la première fois avec l'équipe de Côte d'Ivoire, je me dis, Zokora, c'était impressionnant. Impressionnant. Une qualité. Bon, il a eu une magnifique carrière, hein, Zokora, C'est vrai. mais je pense qu'il aurait pu avoir une carrière encore supérieure, peut-être en étant un petit peu plus. Un peu, je ne vais pas dire travailleur, mais disons. Discipliné. Ouais, on va dire ça, En discipliné. plus, c'est marrant ce que tu dis parce que je me souviens d'un quiz comme ça qu'il y avait eu en section de Côte d'Ivoire. Et ils avaient fait un jeu, ils avaient demandé à tous les joueurs quel est le joueur le plus doué techniquement. Ils avaient tous répondu Zokora. Ah, Instinctivement. mais Zokora, attendez, moi, les premières fois que je l'ai vu. On l'appelait Autre Maestro. anecdote, tenez, vous voulez des anecdotes? Encore avec Bernard Lacombe, parce que je suivais Lyon, donc je suis au courant. Et donc, c'est à l'époque quand Drogba hésite entre Marseille et Lyon. Et donc, Bernard Lacombe est dépêché sur un match qualificatif, je ne sais pas si c'était Cannes, Coupe du Monde, je pense, à Abidjan. Et Bernard Lacombe avait une petite spécialité, c'est qu'il prenait les feuilles de match et à côté, il mettait des petites croix pour bien expliquer. Comme ça, à la fin du match, celui qui avait le plus de croix ou de traits, il se disait « Ah, lui, il a été super fort ». Et donc, je lui dis, donc je l'ai au téléphone, et donc il avait fait un super boulot avec Didier Drogba, il lui avait offert un maillot, son nom de Lyon et tout, ce qui aurait pu peut-être modifier, mais lui c'était l'OM quand même, et enfin, ça a été l'OM. Mais bon, en tout cas, il avait fait super bien le boulot. Et donc, je l'ai au téléphone, je lui dis, alors t'as vu, hein, il y a deux joueurs, là, moi la première fois que je les avais vus, je pense que je les avais vus lors d'un match à Châteauroux, contre le Cameroun d'ailleurs. Ouais. Et je pense que c'est la première fois que j'ai voyé Zokora en vrai, et si je ne m'abuse. Et ils avaient gagné 3-0, hein, je ne sais pas si tu te souviens. Et les Ivoiriens, pas les Camerounais. Et donc, je lui dis, putain, t'as vu, t'as deux joueurs. Ah ben, il me dit, ouais, tiens, il y a deux joueurs, il y a plein de croix, enfin plein de traits. Alors j'ai dit, c'est qui? Drogba, évidemment. Et
il me dit un gars qui s'appelle. Alors je lui dis Zokora. Il me dit non, un mec qui s'appelle Maestro, ou le contraire. Oui, C'est-à-dire que sur la feuille de Maestro, match, il y oui. avait marqué Maestro, Maestro, et son lui, il surnom. ne savait pas, bien sûr, il ne connaissait pas. Et je lui dis bah non, mais c'est lui dont je te parle, en fait, c'est son surnom. C'est Ou alors son surnom. le contraire. Donc c'était drôle, mais c'était un joueur phénoménal. Et Yaya Touré, non, mais une qualité, Yaya Touré, qui était incroyable. En plus, c'est un mec très particulier, très sympa, intelligent, très intelligent. C'était. Non, Colo, tout ça. Mais bon, Colo n'était pas un gars ultra doué. D'ailleurs, il fait une carrière magnifique avec un travail, volonté formidable. Et Yaya Touré, un talent. Waouh. Mais cette génération, vous vous rendez compte, cette génération de Côte d'Ivoire. Ça, pour Incroyable. moi, j'en parlais meilleure. récemment avec quelqu'un de la République démocratique du Congo. Et je lui disais, mais si en République démocratique du Congo, vous aviez eu Jean-Marc Guillou, qui au lieu de poser ses valises à Abidjan, c'est vrai. Abidjan, les avait posées, mais vous seriez champion du monde. Mais oui. Non, mais il a sorti des joueurs incroyables dans un pays qui a 20 et quelques millions d'habitants. À l'époque, une grosse vingtaine, 21, 22 à l'époque où il y a d'habitants. Et là, vous en avez plus de 100, C'est ça. avec des talents Le mais vivier est partout. monumental. Oui. Partout. Mais là, mais vous seriez. Alors, le problème, c'est qu'il aurait fallu le faire au RDC, ça aurait peut-être pas été simple. Mais Hervé, en parlant de Hervé Guillou, justement, parce que Jean-Marc Guillou, je suis allé regarder la feuille de match du match Espérance de Tunis, la finale. Bien Espérance sûr, de bien Tunis contre ASEC Bien Mimosa. sûr. Je me suis rendu compte qu'il y avait un joueur qui s'appelait Thierry Soagueï. Il était dans cette équipe-là. Et c'était des jeunes, avec Yapi, Yapo, tout ça. Je pense que c'était. Mais c'est parce qu'ils avaient décidé pour cette finale de mettre justement les gens de l'académie. C'était Oui. Fulon qui avait gagné la Coupe d'Afrique avant avec l'équipe. Et ils avaient décidé de passer l'équipe de Jean-Marc Guillou sur cette finale. Oui. Maître Ouénien était déjà se poser quand même des C'était questions. frileux. Ils disaient est-ce que c'est une erreur, est-ce qu'on va pas, parce que c'est quand même un match important et tout. Exact. Et ils sont allés au bout de l'histoire avec Jean-Marc Guillou sur ce match-là. Et c'est là que tout a commencé. Enfin, tout a commencé. Ça avait commencé des années avant, puisque ils avaient commencé par une première sélection de 8 joueurs. Ils étaient 8, hein, dont Zokora. Zokora. Colo, et c'était une première sélection de 8 joueurs. Et après, ils allaient défier tout le monde un petit peu, puis ils ont récupéré de plus en plus de joueurs. Et puis avec la théorie de Jean-Marc Guillou, vous savez, jusqu'à telle année, vous jouez pieds nus, après, il faut passer des grades, etc. Un type incroyable, Jean-Marc Guillou, mais c'est un génie de l'enseignement du football. Un génie de l'enseignement du football. Et donc, il décide de faire jouer cette équipe-là. Et il gagne. Et c'est un truc 3-0. incroyable contre l'Espérance, qui était une Espérance de vieux briscards, Avec les de joueurs qui avaient Trabelsi. l'habitude de jouer des compétitions de ce calibre-là. Et c'est ce qu'ils font là, c'est le début de la magnifique histoire. Et Zokora est le premier d'ailleurs, hein, premier à partir. Et puis après, les autres suivent. Et puis vient toute cette génération en or. C'est pour ça que je disais que la formation, ce que je dis toujours en Afrique, hein, former les formateurs. Le problème dans beaucoup de pays africains, c'est qu'on voudrait des résultats Tout de suite. immédiats. Marc, ouais, la formation, Immédiat. ça Mais le prend du problème, temps. les résultats, vous ne les avez pas de manière immédiate. Les Maliens, les meilleurs Maliens que vous avez vus, ils ont été formés par qui? Par Jean-Marc Guillou aussi. Mais oui. Donc voilà. Et lui, il avait ce qu'il a fait vraiment en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que l'équipe de Coupe du Monde de 2010, en gros, c'est 10 académiciens et Drogba. Ah oui. Ah bah bien sûr. Vous aviez Kopa Barry, Kopa Barry. vous aviez Tiéné. Alors, il y a Tiéné là-bas. Non, Boca. Boca. Il y a Zokora, il y a Colo, il Il y y a a Gueye. Yaya, il y a Gueye, il y a Guy Demel. Aruna, il y a... alors, Guy Demel en 2010, non? Oui, il y a Guy Demel Guy peut-être, Demel, ouais. ouais, Guy Demel. Mais en gros, c'est quasiment ça. C'est quasiment, mais je crois que sur le premier match, je me demande s'ils ne sont pas 10 académiciens plus. Parce que je pense que Zokora est descendu en défense centrale. Vous aviez Romaric, vous aviez donc Aruna Dindan, vous aviez. C'était du beau monde. Il y a Kader Keita aussi. Kader Keita. C'est Alors, vrai. Salomon Kalou, il n'y est pas, parce que je crois qu'il vient après. Non, c'est une. Alors, Eder, ouais. peut-être il en manque un ou deux, peut-être, mais peut-être ils étaient 9, mais il me semble que. Parce qu'il me semble avoir écrit un papier là-dessus. C'était en gros toute l'équipe plus un. Plus Bon, un. allez, peut-être qu'ils étaient. Allez, peut-être à un 8 ou prêt. 9. Allez, À un prêt, Voilà. on te l'accorde. Voilà, On te j'espère. l'accorde. C'était il y a 15 ans. Alors, faisons le saut Côte d'Ivoire-Maroc. On sort d'une, je pense, on a encore tous en souvenir d'une CAN en Côte d'Ivoire, Plus belle canne de l'histoire. en termes d'organisation, de scénario qui scénario. Le scénario, il est improbable. Je pense que même les plus gros scénaristes n'auraient pas pu imaginer ça. Mais d'ailleurs, Oui. il y a un truc, parce qu'on parle souvent du Maroc qui a aidé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire. Il qualifie de fait, puisqu'il gagne le dernier match contre la Zambie. Mais on peut se dire qu'ils vont gagner la Zambie, même si heureusement que Bonou fait cet arrêt en fin de match. Mais la vraie équipe
qui a des liens comme ça avec la Côte d'Ivoire, comme ça, c'est le Ghana. C'est le Ghana, avec le gardien qui fait un corner alors qu'il n'y a aucun Mais danger. c'est absolument C'est vrai. invraisemblable. Invraisemblable. Et si vous regardez bien l'histoire, et c'est Zokora qui me disait ça l'autre jour, vous voyez, que j'étais avec lui, passé un petit peu de temps avec lui au CAF Awards, là, la veille au soir. Oui. On s'est retrouvés, donc toujours un plaisir d'être avec Zokora. Et un type top, un top type. Et il disait, mais tu te rends compte, nous, notre histoire, c'est le Ghana. 92, c'est le Ghana. C'est vrai. 2015, c'est le Ghana. Et là, les gens qui nous qualifient, c'est le Ghana. C'est vrai. C'est le Ghana. Non, c'est vrai, c'est des cinq parce croisés. qu'on a toujours parlé, mais qu'est-ce qui a pris dans la tête du gardien de but? Alors, n'oubliez pas déjà, il menait 2-0 à la 91e minute, C'est ça. avant un penalty. Et la 95e ou 94e, ils prennent le deuxième but, de le dos de la tête. Mais que vient faire le gardien à ce moment-là? Pour sortir une balle en corner alors qu'il n'y a aucun... Parce qu'après, vous êtes derrière le Ghana pour la meilleure troisième. C'est Là, ça. c'est plus possible. Mm. On peut plus Ah oui. la Côte d'Ivoire ne peut plus passer. Et puis, Donc ce qui s'est passé dans cette canne-là, c'est proprement Hallucinant. ahurissant. Dans un pays génial, avec une ambiance incroyable, avec des supporters du monde, j'allais dire, de l'Afrique entière, puisque là, pour le coup... Non, franchement, il y a eu des supporters de partout. Franchement, il y a eu vraiment des supporters de partout. C'est une telle terre d'accueil, la Côte d'Ivoire. Et vous avez du monde de partout, déjà. Il y en avait partout. Donc c'était génial, une ambiance. Et puis au bout, parce qu'il faut que le pays organisateur aille loin dans une canne. Ouais, Sinon, ouais, c'est un peu comme le Maroc. Là. Si le Maroc est éliminé en 8e, vous vous rendez compte, votre canne, elle prend Imagine- Mais parlons-en justement, parce que là, il y a maintenant que on sort de cette canne-là, qu'on va dire, on dit, tout le monde dit, oui, c'est la meilleure parce que les standards sont très, très hauts. On sent que le Maroc est en train de se préparer pour, en tout cas en termes d'infrastructure, de logistique, pour mettre la barre encore plus haut, parce que je pense qu'il y a une volonté de montrer que on fait la CAN, mais on prépare la Coupe du Monde aussi. Oui, tout à fait. Non, mais eux, la CAN, c'est sur le chemin de la Coupe du Monde. Non, mais de toute façon, en termes d'infrastructure et tout, il n'y a même pas à discuter. Ça va être la meilleure CAN de l'histoire. Ouais. Vous avez peut-être l'Afrique du Sud qui pourrait faire, mais ils n'ont pas offert ces conditions-là, parce qu'on se souvient d'un terrain qui était d'ailleurs deux États, etc. À Montbella, ouais. Il y avait eu un petit problème de champignons sur la pelouse, là où jouaient d'ailleurs le deux Togo, équipes. Togo, Niger, Burkina. Les deux équipes qui se sont retrouvées en finale. C'est vrai, et la Nigeria. Et la Zambie qui n'avait pas perdu un match, d'ailleurs, qui est éliminée. Donc, non, là, en termes d'infrastructure, c'est hors norme. Les stades, j'en ai vu plus d'un de stades de la CAN, c'est incroyable. En plus, tu étais là pour les barrages, là, Bien sûr, Afrique. j'y suis allé. Voilà. Non, les stades, incroyables. Les infrastructures hôtelières, parce qu'il y a ça aussi. Vous pouvez ajouter, les équipes, elles sont bien logées, il n'y a aucun doute. Non, alors là, j'ai aucun doute là-dessus. La seule différence par rapport à la Côte d'Ivoire, ce ne sera surtout pas sur les infrastructures, c'est évidemment sur le scénario. Mais ça, ce scénario, vous ne pouvez pas le prévoir. Et je peux pas imaginer que le Maroc se qualifie des meilleurs troisièmes. Je n'aurais pas imaginé ça de la Côte d'Ivoire. Mais Hervé, il faut aussi dire que pour la CAN au Maroc, il y a aussi quelques petits couacs. Parce qu'aujourd'hui, la CAF les Marocains, ils ont sorti une application pour demander aux journalistes de s'accréditer. L'application Yala. Cette application, aujourd'hui, fait beaucoup de problèmes parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à se loguer, arriver à... Moi, je ne l'ai même pas fait, ça. Mais oui, justement, c'est pour ça que je vais te le dire déjà, et puis même pour ceux qui vont nous écouter avant de partir, il faut impérativement être inscrit dans l'application, même si tu es journaliste. Ah bon, je ne l'ai même pas au courant. Mais justement, donc c'est ça qui peut créer un peu moi, j'ai un problème. copain qui vient là, pour la CAN, parce que comme c'était CAN au Maroc, il dit, je vais venir 2 semaines voir des matchs et tout, il était content. Il fait partie de tous ces gens qui vont affluer au Maroc, et tant mieux. Et alors, ça a été, pour ouvrir cette fameuse application, il a mis un temps fou. Parce que je lui ai envoyé dès le départ, mais moi je ne savais même pas que je devais y être, pour vous dire, tant mieux, je vais m'y mettre. et dès le départ, et impossible. Et puis finalement, il a réussi au bout d'un moment. Mais après qu'il a envoyé un autre pote qui a eu aussi du mal. Donc alors, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu hausser les standards qu'on ne connaissait pas. Ils ont voulu faire un peu une mini Coupe du Monde, en quelque sorte. Faire des choses qu'on n'a jamais connues en Afrique. Alors, il faut faire attention de ne pas aller trop vite non plus. Il y a des pays, c'est plus compliqué. Voilà. On n'a pas tous les moyens pas de communication, parce que maintenant, partout pareil. Mais on sait que même pour les cartes d'identité, même pour les choses comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Donc, il ne faut pas non plus standardiser style Coupe du Monde. Ce qui m'avait valu d'ailleurs, si vous voulez une anecdote, petite engueulade pour le Cameroun, tu vas être au courant, ça tu sauras. Une forte discussion, c'était lors de la Coupe du Monde, à la CAN au Cameroun, avec les gens de la CAF, enfin de la CAF, un peu de la FIFA, FIFA et CAF, un soir, comme ça j'étais arrivé dans un restaurant, et puis hop, je tombe sur des gens, et c'était à l'époque où ils veulent sortir les matchs de Douala pour ramener tout à Yaoundé.
Et là, on a eu une discussion assez sévère. C'était bien, hein, moi, j'aime bien l'histoire de challenger. Je lui ai dit, mais vous êtes, comment vous pouvez imaginer, parce que sur une bande de terrain, c'est pas bien, changer la stade. Pourquoi en fait? Eux, ils avaient été choqués par le premier tweet de Dembaba. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Dembaba avait fait un tweet pour dire mais c'est sur ça qu'on joue en Afrique et tout. Bon. Alors lui, il n'était pas. Il n'avait pas vu. Donc il ne se rendait pas compte que la pelouse était peut-être un peu dure, mais franchement, j'en ai discuté avec plein de joueurs. Ils ne se plaignaient pas. Alors les Algériens étaient pleins, mais ils avaient été éliminés. Mais sinon, la plupart des. Je me souviens de Fousseni Diawara qui avait dit que ça passait. Mais Fousseni Diawara avait dit que ça passait. J'avais parlé aux Ivoiriens qui me disaient que ça passait. Il y avait une bande, effectivement, c'était pas génial. Mais sinon, ils avaient quand même vraiment bossé. Et d'un seul coup, ils se sont dit à la CAF, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser en Europe? Parce qu'en Afrique, ils s'en foutent. Hein. D'accord. Rien à foutre. Eux, ce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont penser en Europe? Voilà, et la BBC, Canal+, l'équipe, etc. Et là, donc, ce soir-là, je dis, mais vous vous rendez compte? Il me dit, oui, on veut une exigence du haut niveau. Mais je dis, mais l'exigence que vous avez en Suisse, vous pensez que c'est l'exigence que vous avez au Cameroun? Qu'on veuille de la qualité, c'est tout à fait normal. Que les squads soient meilleurs, mais ça, c'est la moindre des choses. Il faut tendre vers le mieux. Mais l'excellence dont vous parlez, parce que c'était même pas l'exigence, c'est l'excellence. Mais l'excellence à Zurich, c'est pas la même que l'excellence à Yaoundé, que l'excellence même à Rennes, ou que l'excellence dans un stade anglais. C'est deux choses différentes. Il faut aussi se mettre aux réalités locales. Mais comme c'était beaucoup de gens qui étaient effectivement d'origine africaine, mais qui étaient des Européens, d'une certaine manière, donc ils avaient une vision européenne des choses, et non pas une vision africaine. Et donc, vous savez, ce soir-là, ça a été un combat. Je dis, c'est scandaleux si vous faites ça. C'est scandaleux pour tous les gens qui, au Cameroun, ont travaillé, ont essayé d'avoir des petits commerces, gagné un petit peu d'argent en vendant 2-3 trucs autour des stades sur des matchs importants. Et là, vous mettez comme ça à mal, mais comme si ça n'existait pas, d'un seul coup. On dit, bon, allez, on repart. Et je me souviens qu'il finalement, c'est reparti qu'à partir des demi-finales. Alors, je me suis toujours dit, est-ce que ça a eu un rôle, le fait qu'on ait eu cette discussion ou pas? Finalement, je crois que c'est à partir des demi, mais les quarts, finalement, ils ont laissé à Douala. Et je me souviens, quand j'avais regardé les échauffements, Douala, je voyais la balle, elle bougeait pas trop. Je dis pas que c'était la meilleure pelouse du monde, mais c'était à un moment, les efforts qui avaient été fournis, il faut respecter quand même. Il faut respecter aussi ce qui avait été fait par les organisateurs. Et puis surtout, surtout pour le peuple, les gens qui profitent de ces moments-là pour gagner un petit peu d'argent aussi. Quoi. Alors, revenons un peu sur le terrain. Tu penses que... Non, justement, on va parler du Maroc, parce que tu parlais le scénario qu'on a vu en Côte d'Ivoire, et tu disais que tu ne vois pas le Maroc sortir au premier tour. Je pense qu'on est nous tous, on ne voit pas le Maroc sortir au premier tour. Mais on sort là d'un Maroc qui, en 2022, fait demi-finale de Coupe du Monde, historique pour le continent africain. Un Maroc qui est actuellement sur une série d'invincibilité qui est folle. Qui est attendu parce qu'en plus, on a vu que toutes les catégories, ça marche, il y a des titres. Maintenant, tout le monde se dit, en fait, les A, ça doit être l'apogée pour venir boucler la boucle en fin d'année, début d'année. Est-ce qu'il n'y aura pas trop de pression justement sur cette équipe? Est-ce que ce n'est pas ça qui peut faire que ça vacille? Ça, c'est vraiment la grande interrogation. Parce que les joueurs, ils ne se rendent pas compte. Hein. Mais quand ils vont arriver là-bas, alors déjà, Fawzi Lekja, parce que déjà, j'avais vu avec les moins de 17 ou les moins de 20, il leur met bien la pression. Ce qui permet peut-être aussi d'avoir des résultats. C'est-à-dire, avantage-inconvénient. Hein, c'est-à-dire, vous mettez une telle pression. Mais il va falloir être costaud. Il va falloir être costaud. Parce que là, quand ils vont se rendre compte ce que c'est, parce qu'on leur dit, on leur parle, les familles, évidemment, ils parlent à leur famille, ils sont tous derrière. Mais quand vous arrivez à 3-4 jours du match, vous allez voir un pays qui est rouge et vert, il y aura des drapeaux partout, sur les voitures, il va y avoir une pression maximale. Là, vous allez entrer en compétition contre la Comore, ça ne va pas être simple. Ah non, ça ne va pas être simple du tout. Contre des équipes qui ne vont pas prendre de risques, qui vont vous attendre. Et vous savez, le football, c'est pas parce que vous avez le meilleur joueur tout le temps que vous gagnez. Il va falloir résister à cette pression-là. Donc effectivement, pour moi, c'est une pression qu'il va falloir gérer. Alors, comment ils vont gérer? Ils n'ont pas été confrontés encore à ça, parce qu'au Qatar, c'était une autre manière de voir. C'est un autre football aussi. Un autre football. Totalement. La CAN, alors, ils sont chez eux, ça c'est l'avantage sur les terrains, les infrastructures. Et autant, je n'étais pas très, très confiant pour leur CAN en Côte d'Ivoire. Je l'avais dit avant le début, parce que les pays maghrébins, dans les cadres subsahariennes, ils sont un peu plus en difficulté, ils se mettent plus difficilement. Il n'y a que l'Égypte qui arrive à maintenir. C'est encore différent, bien sûr. Je n'aimais pas dans le pays maghrébin. Et puis en plus, en dehors de ça, c'est que les Égyptiens, ils jouent tous en club en Égypte, donc les matchs, ils ont toujours l'habitude. C'est un peu comme les Tunisiens qui avaient quand même plus l'habitude. À l'époque, c'est vrai. Quand vous avez beaucoup de binationaux dans ces équipes-là, elles ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ce que c'est d'être. Après, les conditions ne sont pas complètement les conditions qu'ils connaissent, qu'ils vont connaître au Maroc, avec leur club en Europe, etc. Ce qui fait que des fois, vous perdez le fil. Et ne pas oublier que le football
foot africain est un football de duel. Les joueurs maghrébins, ils ont le dribble facile, ils aiment bien ça. Donc tout ça fait que des fois, quand ça passe un peu moins, vous perdez un petit peu le fil. Et puis sur la dernière CAN, ils sont éliminés. Alors c'est vrai que ça se joue un peu contre l'Afrique du Sud. Si Hakimi met son pénalty, bon, on ne sait jamais. Mais il n'empêche que vous êtes éliminés parce qu'il vous manque ce truc. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Algérie a gagné la CAN en Algérie et elle a gagné la CAN en Égypte. En Égypte. Le Maroc, c'est un mauvais exemple parce que c'était sous forme de poule en 76, mais c'est un peu différent la manière dont ils ont gagné. Et la Tunisie a gagné en Tunisie. Ouais. Contre qui en finale? Contre le Maroc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un élément qui est important, qui est l'environnement, qu'on vous sentez bien. Donc là, ils auront cet avantage-là. Mais la pression qui va être là. Attention. Donc ça veut dire que normalement, on doit s'attendre logiquement à ce que toutes les équipes maghrébines fassent de bonnes performances. Je pense. Ouais. Je ne serais pas étonné qu'ils fassent de bonnes performances. L'Algérie, je craignais un petit peu pour les Algériens défensivement, pour tout vous dire. Je m'étais dit, ça va être peut-être un peu dur. Alors Mandy, début de saison à Lille, magnifique. Alors bon, c'est vrai qu'il ne va pas très vite, mais il y a des joueurs qui vont vite, des joueurs qui vont il a moins vite. l'intelligence dans le placement. Mais super intelligent, et puis un gars qui a de l'expérience, etc. Donc non, franchement, j'ai vu Chergui au PFC. Franchement, j'étais surpris. Samir Chergui, alors lui, pour le coup, une belle surprise. La vitesse, la puissance et tout. Vous avez Ben Sebaini, donc vous pouvez jouer éventuellement à 3 derrière, à Itnouri, etc. Plus du monde au milieu, plus du monde devant, même si Gouiri ne sera pas là. Je me dis, finalement, l'Algérie, je ne vais surtout pas les gommer parce que je pense que c'est une équipe qui aura aussi la capacité pour aller loin. Et c'est vrai que donc, je pense que c'est des conditions qui vont aider ces pays-là. Tunisie, eux, ils sont souvent au rendez-vous, mais il manque le petit step. Mais parce que le petit step, j'allais dire, de qualité individuelle. Parfois, en fait, qui fait la différence. Le petit talent qui vous manque, mais ils sont présents. Est-ce que le match nul contre le Brésil ne peut pas les galvaniser? Parce que le match contre le Brésil, je l'ai vu, je l'ai vécu. Ils étaient vraiment costauds avec leur entraîneur qui m'a dit en conférence. Mais les costauds, ils le sont souvent. Moi, je n'ai pas de crainte pour eux sur le côté costaud. La Tunisie explose rarement. C'est toujours ça. Ils battent quand même la France en Coupe du Monde. Alors, circonstances particulières peut-être. Mais en fait, il dit que vous avez gagné. Au final, c'est sur le palmarès, donc c'est pas rien. Non, c'est une équipe qui est solide. Ils ont trouvé, il y a quelques nouveaux joueurs binationaux qui commencent à s'intégrer, des jeunes qui sont Hannibal, bons. il est pas mal. Ouais, lui, ça fait quand même quelques années qu'il y est maintenant. Et il a peut-être pas franchi le step on pouvait imaginer quand il était à Manchester United. Bon, mais enfin, tout ça fait que il y a quand même suffisamment de qualité, mais il manque peut-être le petit truc. Alors je me trompe, peut-être qu'ils vont gagner la prochaine CAN. Mais c'est des équipes dont je les vois pas exploser, ces trois équipes-là. Maintenant, ça reste du foot. À partir des huitièmes, vous avez des matchs à élimination directe. Et là, tout est possible. Mais Hervé, la blessure de Hakimi, est-ce que c'est pas un coup au moral quand même pour les Marocains? Non, parce qu'il sera dans le groupe. Et quand vous avez aussi la chance d'avoir un Mazraoui. Peut le remplacer. Donc, c'est pas rien, Mazraoui, c'est pas un petit joueur. Ouais. Donc, vous avez quand même j'allais dire d'une certaine manière, sur le plan du jeu, je parle pas sur le plan de l'impact. Si vous perdez Aguerd, Aguerd, parce qu'on sait qu'il y a des petits problèmes de pubalgie. Oui, parce que le problème, c'est de le remplacer. Vous mettez qui à la place d'Aguerd s'il n'est pas là? Attention, Hakimi, vous pouvez. Alors, je dis pas que vous le remplacez par quelqu'un d'aussi bon que lui, parce qu'Hakimi, c'est un monstre. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une doublure de très haut niveau. C'est vrai. Très haut niveau. Donc, mais Hakimi, non, Hakimi sera dans l'équipe. Et puis, il a une personnalité qui rayonne, il sera là. Et puis, il y a pas, vous savez, on n'est pas comme en équipe de France. Est-ce qu'il faut garder? Il va être blessé, pas blessé, on ne se pose pas la question. Là, la question ne se pose même pas, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Mais Hakimi, tu le dis, tiens, il peut jouer éventuellement les 20 dernières minutes d'une prolongation en finale. Il vient. Tu vois, tu ne poses même pas la question. C'est comme si tu avais Messi, c'est comme si tu avais Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs dans leur sélection. Si on n'est pas comme nous en France, on aime bien titiller surtout. Mais est-ce qu'il va être là au rendez-vous? Il y aura des questions en conf de presse, on s'en fout. Là-bas, même s'il y a des questions tous les jours sur Hakimi, on dira Hakimi, il progresse, vous en faites pas. Et puis les joueurs ne seront pas du tout impactés par ça. Parce que pour eux, évidemment que si Hakimi est au top, il joue. Non, mais même juste l'avoir dans le groupe, pour la vie de groupe, je trouve que c'est important. Et puis surtout, quelque part, dans son malheur, il s'est blessé relativement tôt. Je veux dire, heureusement, il ne s'est pas blessé maintenant avec quelques jours de la CAN, en fait. Mais alors, il a eu le temps de récupérer un petit peu. Physiquement, il va être en pleine bourre. Peut-être que les premiers matchs, il ne jouera pas. C'est ça. Mais Hakimi, puis je sais qu'il paraît qu'il bosse comme un dingue. J'ai entendu ça, là, il est 6 heures par jour, expliquait Nasser Larrié. Donc, Hakimi, il sera bien présent. Et puis, on espère qu'il jouera, évidemment, surtout. Mais Hervé, tu sais, le Cameroun, c'est le seul pays qui a gagné dans la zone Maghreb en 88, la Coupe d'Afrique. Est-ce que tu ne penses pas que... Bon, on sait que le Maroc, forcément, ils sont parmi les favoris. Est-ce qu'il n'y a pas une autre équipe subsaharienne qui, pour toi, peut vraiment être... Le Sénégal,
Le Sénégal, moi, au début, je me suis dit, si on me dit donner un favori, j'aurais peut-être que le Sénégal, alors, aujourd'hui, parce que ça se trouve, dans 2 semaines, je vais changer vers des analyses de tous les trucs et je vais dire, finalement, parce que ça risque de. Faut pas se mentir. Bon, enfin, allez, j'ai un lot d'équipes. Le Maroc, je les mettrais favoris parce que on ne peut pas faire Pour autrement. toutes les Voilà. conditions. On peut pas Pour toutes faire les conditions, autrement. Ils ont effectivement. tout mis en œuvre, etc. Donc, c'est difficile de ne pas les mettre favoris. Mhm. Mais si tu me dis si tu avais à parier, peut-être que je mettrais. Parce que le Sénégal, attention, hein, le Sénégal, pour moi, ils ont à peu près tout. C'est-à-dire que déjà, ils ont l'avantage, eux, jouer sur des beaux terrains, ça va les avantager aussi. Il ne faut Exactement. pas l'oublier. Hein, parce que certaines équipes, parfois, oui, ça peut, on dit, tiens, quand c'est un peu plus chiffon, on peut être fort. Mais le Sénégal, ils ont tout. Ils ont un milieu de terrain très fort, avec des jeunes qui montent, et un Idrissa Gueye qui n'a jamais été aussi fort Qui est incroyable, qu'aujourd'hui. ça. Ah non, mais Idrissa Gueye, c'est un phénomène. Un type super, en plus, un mec que j'adore. Ouais. Mais un phénomène. C'est un phénomène. Derrière, il y a Khalidou Koulibaly. Khalidou Koulibaly. Niakhaté, qui joue à Lyon. Vous avez Mamadou Sarr qui arrive, qui lui est un futur très grand espoir du foot sénégalais. Aujourd'hui, il est un peu jeune, il ne sera pas titulaire. Je ne pense pas en tout cas. Mais il est tout à fait capable qu'il puisse jouer un 3e match si vous en avez gagné 2, comme c'était passé lors de la CAN 2019. Donc, il y a Sadio Mané, on oublie. 2021. Hein, il y a Sadio Mané, on l'oublie aussi. Je parlais même pas de Sadio Mané. Parce que, et même, c'est avec le souci de qui vous allez faire jouer devant. Si vous décidez, par exemple, de jouer dans un 4-3-3 contre les gros matchs, avec 3 milieux défensifs, enfin un milieu de récupérateurs, un devant la défense par exemple. Il y a Idrissa Gueye, il y a Lamine Camara qui est revenu maintenant à Monaco, qui est là. Pape Gueye qui est super Habib important. Diarra aussi, il y a de la Habib concurrence Diarra, vraiment. Habib Diarra, Pape Matar Sarr, au milieu, il y a ce qu'il faut. Et devant, il y a de la qualité. Alors il faut que Nicolas Jackson, qui a quand même marqué des buts avec le Bayern, c'est intéressant parce qu'il se relance un peu. Iliman Ndiaye qui a été énorme avec Everton. Vous avez Sadio Mané. Ismaël Assar, qui fait un début de saison. Ismaël Assar. Et puis moi, j'ai toujours pensé, je l'avais dit lors de la dernière Coupe du Monde, quand Sadio Mané était blessé, que pour moi, c'est un peu le facteur X. Parce que sur des compétitions rapprochées comme ça, il est capable d'être exceptionnel. Sur 5, 6, 7 matchs, il a une puissance physique, il bosse pour les autres, et il peut marquer des buts, il peut faire marquer. Sur une saison, des fois, il a des hauts et des bas. C'est pour ça que quand il est arrivé à Marseille, ça n'a pas été comme ça aurait dû aller. Parce que moi, je me souviens, j'avais pas mal encensé son arrivée en me disant que si l'entraîneur sait bien le gérer, il peut se passer quelque chose. Et donc, Ismaël Assar, évidemment, énorme. Diop, qui est arrivé, je l'ai vu avec Prague, quand il jouait au Slavia ou au Sparta. Et au 1 des 2. Prague, je l'avais vu contre Lille, et je dis, waouh, incroyable, j'avais discuté avec lui d'ailleurs. Après, il s'est blessé, il s'est fait les croisés, etc. Mais c'est un joueur énorme. Mais vous avez plein d'équipes, vous pouvez parier la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ils sont quand même, vous avez vu sur le papier l'équipe qu'il y a, la Côte d'Ivoire. Alors même s'il y a eu un peu des hauts et des bas ces derniers temps, c'est vrai, mais enfin, ils sont quand même qualifiés dans un groupe avec le Gabon. Ils ont fait le boulot, pas encaissé un but lors des matchs, même s'ils ont eu des petites défaites. Tu as oublié le Cameroun. Je le mettrai après. Attends, laisse-les faire son. On a parlé des équipes du Maghreb, Sénégal, Côte d'Ivoire. Équipe qu'il ne faut pas oublier. Alors, Égypte, évidemment, il ne faut pas oublier, même s'ils sont. Ça dépend, l'Égypte. Mais Nigeria. Parce que le Nigeria, quand ils viennent en Coupe d'Afrique des Nations, regardez leurs résultats, ils sont toujours là. Toujours. Parce que soit ils ne sont pas là, ils ont raté 2 éditions, mais sinon ils sont toujours là. Il ne faut jamais les choses à moitié. Il ne faut jamais les choses à moitié. Oui. C'est rare quand ils sont largués. Et eux, ils ont quand même une revanche à prendre. Et alors que même si c'est pas beau, mais c'est vrai que je sais pas comment l'expliquer, à un moment donné, ils arrivent et puis il y a un truc qui se crée. Nigeria, il ne faut jamais les oublier. Oublier le Nigeria, c'est une erreur majeure. Mais du coup, cette édition, on a l'impression qu'elle est ultra ouverte. Ah ouais, si tu l'as donné des favoris, chacun donne, généralement, c'est 4, 5, 6. Quand je réfléchis, parce que là, on a parlé du Nigeria, mais il y a quand même une équipe qui a battu le Nigeria récemment. La RDC. Les RDC. C'est vrai. Et les RDC, vu le travail qui est fourni, ils ont fait 4e la dernière fois. Et puis ceux qui ont fini 3e, qui sont à la Afrique du Sud, avec un Hugo Bros qui a quand même gagné la CAN. Et qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Et qui est qualifié pour la Coupe du Monde, qui a gagné la CAN avec le Cameroun à une époque où il se faisait 2017. lavé par tous les médias. C'est scandaleux, c'est nul, il comprend rien au foot, etc. Il comprend rien au foot, sauf qu'il a compris le foot africain très très bien. Très vite, et il a mis l'équipe qu'il fallait, avec les joueurs qu'il fallait. Pas les plus talentueux, évidemment. Peut-être qu'on peut en discuter, et qu'au final, c'est quand même Koulou, c'est quand même Aboubacar qui vous marque les buts, mais il n'empêche qu'il a su créer une sorte de commando, qu'on aime bien au Cameroun, ce terme-là. On vient défendre le drapeau, et effectivement, ils ont gagné cette compétition. Alors, donc attention, il y a beaucoup d'équipes. Et du coup, moi, justement, ça me fait penser à un truc, j'ai envie de te demander. Du coup, vu que le plateau semble quand même assez ouvert, est-ce que ça veut dire que le niveau global de ces sélections-là
c'est élevé ou Ouais. est-ce qu'alors on est sur un truc qui reste moyen justement et que on est entre moyens? Est-ce que alors ça veut vraiment dire Ah non, justement non, que le le niveau, plateau non, non, est le vraiment niveau, relevé? non, le niveau c'est élevé énormément. Et Hervé, tu as oublié le Mali. Là, là, je serais moins pour gagner. Oui. Oui, Non. Alors, tu vois, Non. c'est fou parce que le Mali, chaque fois on dit chaque fois ils ont du talent, il y a des joueurs, il y a tout ce qu'il faut. Non, mais ils ont un grand milieu de terrain. Oui, Ils ont mais toujours qu'est-ce des qui grands manque? milieux de Voilà, terrain. ils ont beaucoup de voilà. Ils marquent peu de buts, ils ont pas des attaquants et ils ont des défenses parfois un peu lourdes. Et alors c'est vrai qu'ils ont un gardien qui connaît bien le foot africain et tout, mais c'est peut-être pas le top niveau non plus. Mm. Alors derrière, il y a un petit peu quelques lacunes Mhm. et devant. Mais au milieu, ils ont plein de joueurs. Ils étaient Mhm. obligés de monter un peu des joueurs devant. Mhm. Sinayoko avait été très très bon lors de la dernière CAN, il ne faut pas Mhm. oublier. Mhm. Mais ça manque un peu d'impact, je pense, pour gagner la CAN. Enfin, en tout cas, je ne les mettrai pas dans mes favoris. Et du coup, quelle équipe pourrait créer la surprise? Ah, Hormis les favoris qu'on voit, est-ce qu'il y a une équipe qui peut venir faire une espèce d'épopée? Pas forcément aller au bout, à hein, la mais en tout Zambienne, cas à la Zambienne. à la Zambienne, exactement. Mhm. Ah ouais, par définition, je vous aurais jamais parlé de la Zambie avant. Ouais. Avant 2012. Hein. Donc C'est vrai. là, le boulot qui a été fourni par Hervé Renard, là, c'était Non, assez c'est ça en incroyable. fait. D'ailleurs, un des plus beaux. Tiens, ben là, on parlait juste d'anecdotes. Là, on fait des petits Mhm. digressions. Quand tu veux. Mais un des grands moments moi, de ma carrière, c'est quand on est allé sur la plage à Libreville avec l'équipe de Zambie. Mhm. Hein, là où s'était échoué l'avion. s'est échoué, ouais. L'avion 10 ans plus tôt, là. C'était en 2017 quand tu es parti. C'est en 2012. Non, Non, c'était en 2012. 2012, mais je dis, quand tu es parti à la plage, c'était en 2017. du Ah coup. non, en 2012. Non, mais non, 2012 pendant avec la l'équipe, CAN. Oui, avec l'équipe, ils l'ont avec, fait. Ok. avec Hervé Renard, et c'était là c'était un moment fort. Hein. Là c'était un moment, c'était dur. Enfin c'était dur. Les gens chantaient, ils ont envoyé des fleurs et on sentait qu'il y avait une émotion qui Mm. était palpable. Vous vous rendez Mm. compte là. Et il y avait Kalusha qui était là, qui, Le président lui, de la était le fédération. président de la fédération, qui à l'époque n'était pas dans l'avion hein, parce qu'il jouait au PSV Eindhoven, etc. Ouais. Bon, on connaît l'histoire. Il devait rejoindre L'équipe. ses camarades au C'est le Sénégal. SKP. Mais c'est là, c'était vraiment un moment incroyable. Cette équipe de Zambie, elle nous a créé quand même des émotions. Hein. En plus, avec Hervé Renard, le début, Mhm. c'était magnifique. Je me souviens, l'avant-veille, je fais une interview de lui. Et je lui dis, il faut qu'on se voit, là, comme tu es arrivé. Ils étaient en Guinée équatoriale à l'époque. Exact. Ils arrivent. Mhm. Parce qu'en plus, il s'était dit, quand ils avaient vu le tirage au sort, le seul moyen de rendre hommage aux joueurs, il avait dit aux joueurs, hein, c'est d'être là pour la finale, Ah oui. pour pouvoir revenir à Libreville. Quoi. Mm. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, le soir, je dis, bon, on va trouver un endroit, mais lui, parce que derrière l'image des mecs qui adorent les boys, chemises Mhm. blanches, etc., c'est quelqu'un de très simple et qui n'aime pas du tout se mettre en avant et il aime Et- bien les trucs calmes. Et il me dit surtout, je veux un endroit où il n'y a personne et tout. Alors, on se retrouve dans un endroit Mhm. et puis on fait l'interview. Et puis malheureusement, ça ferme. Et après, il me dit, pour finir, je dis, bon, tiens, on va peut-être trouver, je vais peut-être aller au casino, je crois que c'est encore ouvert. Elle me dit, mais t'es sûr qu'il n'y aura pas trop de monde? Je dis, oh non, ça devrait aller. Tu parles, on arrive au casino, il y avait tout le monde. Il y a Basile Boli, machin. Ah, ça va. Oh, je dis, bah, on dit bonjour, et hop, on est parti. On a retrouvé un endroit plus calme et on a fini l'interview. Et c'est une de mes premières interviews au long cours avec Hervé Renard, que j'avais connu comme adjoint. J'ai un chat dans la gorge. Comme adjoint de Claude Leroy. de Claude Leroy, où j'avais fait un voyage avec lui en Arabie Saoudite, Ghana, Arabie Saoudite. On était partis, puis c'est là que j'avais découvert avec Claude, que je connaissais lui depuis évidemment des années, hein, qui est un ami. Mais justement, comme tu parles de J'ai ces- parlé de ça, mais je ne suis pas parti sur. Ah oui, pour la surprise zambienne. Ouais. Donc là, la Zambie, truc incroyable. Et puis avec tous les signes du dessin. Et rappelez-vous, cette finale, c'est pour ça qu'on parle dans tous les sens là. Mais c'est pas Mhm. grave, Non. c'est sympa. Et cette finale, c'est quand même incroyable. Vous avez Drogba qui a ce penalty et la balle qui part. Et là, il y avait comme un signe. Vous avez dit, c'est pas possible. C'était pour la Zambie. C'était en hommage aux morts. Et puis avec le travail qui était fourni, alors là, par le staff technique, là, Mhm. là parce que pour le coup, c'est vraiment mener cette équipe-là et la Mhm. faire jouer comme ça pour arriver à battre la Côte d'Ivoire, qui était la méga Côte d'Ivoire, là, Mhm. monstrueuse. Bon, là c'était costaud. Quoi. Hervé, justement, comme tu parles de sélectionneurs, justement, aujourd'hui, on voit qu'en Afrique, il y a beaucoup de sélectionneurs qui... Alors, qui- juste qui- pour finir pour la question, quelle est l'équipe Ouais. qui pourrait faire le coup de la Zambie? Oui. Non, il y en a. Et Après, tu vois qui, toi? Non, je sais pas en fait. Parce que je pense que le niveau est tellement élevé. Enfin, tu me C'est diras, ça, en fait, c'est ça. Le niveau de la Côte d'Ivoire à l'époque, c'était des monstres. Mhm. Enfin, Gervinho, qui était incroyable. Gervinho, j'en parlais pas, on parlait des académiciens de la Coupe du Monde. Gervinho, Mhm. exceptionnel. Mhm. C'est un joueur magnifique. Mhm. Et qui était quasiment peut-être le joueur qui était le plus fort et le plus impactant sur toutes les cannes que j'ai pu suivre. Avec la Côte Gervinho, d'Ivoire. Gervinho, il Gervinho. était sur la longueur. Hein. Mhm. Il était toujours présent. Mhm. Toujours présent. Et Gervais, ouais, effectivement, c'est une équipe. Et cette équipe-là, c'est tout le monde. Zokora,
Kalou. Et il y a toute l'équipe. Après, Qui ouais, peut-être sur ce connaît. que tu dis, peut-être qu'il y aura. Ce sera difficile d'avoir une surprise parce qu'il y a tellement, entre guillemets, de grosses équipes qui vont Voilà, arriver dans c'est des ça. Là, dynamiques positives. voilà, c'est Du ça. coup, venir se faufiler entre elles, Là, ça me paraît. ça peut être un peu compliqué. Ouais. Là, honnêtement, ça me paraît compliqué de voir une équipe. Imaginons les Comores. Parce quoi. que tu peux voir Ou, Soudan. Oh, Soudan, mais non. alors Soudan, Comores, Tanzanie, non, Zambie, ça, ouais. j'y crois pas. Non, là, Compliqué. la Ouais. Zambie, par exemple. Imaginons la Zambie qui refasse un coup. Je crois pas. Mais Je justement, crois pas. Maintenant, je reviens sur rapport ma au coach. par Vas-y. rapport aux sélectionneurs. Ouais, Parce ouais, je que t'en prie. on se rend compte que la majorité, j'ai fait un peu le décompte, sur les 9 qualifiés pour la Coupe du Monde, la majorité des équipes qui se sont qualifiées avec des équipes, avec des sélectionneurs nationaux. Je te prends un exemple comme celui de Paptio, comme Tu veux dire des locaux, quoi. Redragui. Sélectionneurs locaux. Oui, des sélectionneurs locaux. Ouais, alors ça, Ré- pour moi, c'est Ré- un débat qui n'a pas de raison d'être aujourd'hui, parce qu'en fait, ce ne sont pas des sélectionneurs locaux. Alors, c'est parce que la dernière CAN, je crois qu'il y a eu pas mal de papiers là-dessus. Alors, j'avais fait exprès un contre-papier, loin de là, hein, pour dire ces sélectionneurs locaux qui n'en sont pas, en gros. Mhm. Parce qu'ils ne sont pas sélectionneurs locaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Aliou Cissé contre Belmadi. Belmadi. Ah, mais ils sont locaux de quoi? Et ils ont fait toute leur carrière en France, ils ont passé leur diplôme en France ou au Qatar ou je ne sais pas trop où, peut-être pour Belmadi. Non, est-ce que c'est C'est-à-dire- pas un raccourci parce que c'est comme ils ont joué pour la sélection, Voilà. du Il faut coup, dire, ce qui est important, à mon avis, parce que sélectionneurs locaux à l'époque, oui, ou alors aujourd'hui, sélectionneur local, c'est l'entraîneur du Burkina Faso. Évidemment. Vraiment Effectivement, Traoré. voilà, lui, c'est un sélectionneur local. Là, vous me dites, c'est un sélectionneur local. Mais ce n'est pas le cas des autres. Les autres, ils n'ont pas du tout cette image-là auprès des joueurs même. C'est des joueurs qui ont joué en Europe, qui ont fait leur formation en Europe, etc., etc. Europe ou Asie, parce que Oui, on oui. peut le faire aussi au Qatar. hein. Même Emers Mais- Faye dans cette catégorie. Emers Faye, etc. Mais en revanche, ce sont des anciens joueurs d'équipe nationale, donc ils connaissent les réalités locales. Mhm. Vous voyez, ça c'est très important parce qu'ils savent. Mais si vous voulez, ils ne sont pas locaux en tant qu'ayant écumé le championnat ivoirien, par exemple, pendant des années. Mhm. Parce que malheureusement pour eux, évidemment, vous n'êtes pas confrontés aux réalités du très haut niveau. Mhm. Donc il faut avoir aussi des entraîneurs. Alors ça arrive chez des entraîneurs, par exemple au Maroc, où vous avez eu des entraîneurs locaux. Mhm. En Tunisie, des entraîneurs locaux. Et ça, je ne dis pas le contraire. Mais qui ont toujours été assez loin dans les Coupes d'Afrique des clubs, ou des choses comme ça. Ils ont eu des résultats, etc. etc. Mais sinon, Regragui, c'est quelqu'un qui a tout fait en France, etc., etc. Mais en revanche, c'est le capitaine de son équipe nationale, Belmadi, comme lui, ou Faye qui était en équipe nationale. Ce que je disais, ils connaissent les réalités locales. Donc ils ont. Même Ça, Trabelsi. c'est très important. Même Trabelsi, le coach. C'est pour ça que les entraîneurs, par exemple, étrangers, je dis toujours, il faut vivre dans les pays. Exact. Ça, c'est capital pour comprendre les réalités. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de joueurs qui sont à l'étranger, donc vous êtes obligé d'aller les suivre. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais n'empêche, ne pas rester dans un pays, venir pour un rassemblement une semaine, c'est irrespectueux, messieurs, parce qu'il faut que vous soyez au contact de la population, comprendre les gens. Un pays, c'est pas simplement un mec qui tape dans une balle. Heureusement, c'est comprendre les réalités des pays. Alors, ne pas être enfermé dans ces réalités. Par exemple, des réalités ethniques, on peut vous pousser à ci ou à ça. Il ne faut pas être enfermé dans ça, évidemment. Mais il faut les comprendre. Il faut comprendre les réalités. Parce qu'après, vous êtes en tant que footballeur. Ça me rappelle en Côte d'Ivoire, quand il y avait on parlait toujours des problèmes ethniques entre ci et ça, qui étaient totalement faux et totalement débiles. Enfin bon, il n'empêche que ça permet un résumé facile, même pour certains journalistes. Mais moi, je me souviens, je disais toujours, mais vous savez, Henri Michel, parce qu'il y avait même des journalistes français qui m'avaient appelé à l'époque, quand ils voulaient faire un reportage. Emmanuel Chin, qui a une boîte de production, et il voulait faire un reportage sur, en gros, parce qu'on expliquait qu'en Côte d'Ivoire, les musulmans étaient mis de côté, enfin bon, n'importe quoi. Mais bon, toujours est-il, c'était au début des années 2000, ça permettait aussi de pouvoir dégager vous avez les tendances en disant il y a ceux qui étaient pro-Ouattara, pro-Gbagbo, etc. Et puis, ou pro-PDCI à l'époque, et ils disaient non, mais on ne veut pas de Gbagbo parce qu'ils n'aiment pas les musulmans. C'était totalement absurde quand on connaissait l'équipe nationale. En plus, l'équipe nationale, ça n'avait aucun sens. Et le gars m'appelle et il me dit Hervé, alors il paraît que. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Je dis, mais attendez, je vais vous dire une chose. Olivier Tebili a été remplacé par Abdoulaye Maïté. Olivier Tebili, vous savez, ça a bêté. En plus, il y a même de la famille de Didier Drogba. Exactement. Et Abdoulaye Maïté, il est quoi? Il n'est pas musulman? Donc, arrêtez avec ces débilités. Il dit, mais Henri Michel, il ne sait même pas qui est musulman, chrétien, il ne sait même pas qui est ci, qui est ça. Mais quand il prend Siakatene,
quand il le voit jouer en Afrique du Sud dans un match à la télé, il ne se pose pas la question, des musulmans, des chrétiens, il prend les meilleurs joueurs. Non, mais ça n'avait aucun sens. Mais comme c'était aussi un narratif à l'époque, Bien parce sûr. que c'est bon, donc ça faisait partie aussi du jeu et on prenait le football. Le football était pris au cœur finalement, alors que c'était au contraire une équipe. Alors après, chacun ses réalités, Bien sûr. ses modes de pensée politique, etc. Et heureusement, hein, c'est le principe même d'une démocratie, c'est que chacun pense ce qu'il veut. Mais en revanche, il ne fallait pas nous expliquer qu'en Côte d'Ivoire, on ne voulait pas un musulman dans une équipe nationale. Parce que c'est une bêtise. Mais justement, dans la Non, droite lignée, Richard, parce oui. que Le temps le temps, malheureusement, qui nous est imparti est terminé. Et puis, Hervé a malheureusement d'autres occupations. Parce que, bon, là, je pense qu'on aurait pu passer beaucoup d'heures. Alors, juste quand même une dernière question autour de la CAN. Pour toi, quelles sont tes attentes autour de cette CAN 2025 après toutes les CAN que tu as pu vivre, couvrir et autres, quelles sont tes attentes pour cette édition au Maroc? Eh ben, que ce soit simplement réussi, qu'on ait des beaux matchs, qu'on ait du suspense, et une ambiance autour des matchs aussi. Bon, je pense que j'ai pas trop de soucis là-dessus, parce qu'en plus, le peuple marocain est un peuple très accueillant. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même vraiment une... Puis, il y a la volonté de montrer que tout le monde sera bien reçu. Vous savez, parce que c'est important. Il y a la Coupe du Monde dans quelques années après. Donc, ils vont vouloir que tout soit nickel, réussi. Et ça, moi, j'ai pas tellement de doute là-dessus. Hein. Je suis allé souvent au Maroc. En général, ça se passe toujours très, très bien. Donc, et il faudrait quand même, alors c'est pas que je veux prendre position pour les équipes, mais que le pays organisateur aille assez loin. Parce qu'il faut pas, parce qu'il y a une élimination du Maroc en huitième de finale. Votre CAN, elle prend un Cataclysme, sacré coup. ouais. Ah oui, elle prend un sacré coup. Alors, je lui parle même pas en poule, hein, mais elle prendra un sacré coup. Donc, mine de rien, une CAN, il faut que le pays organisateur aille loin. Je vous dis, hein, je ne prends pas position pour les équipes, mais je vous dis simplement pour en termes d'ambiance. Pour l'engouement. Et puis là, il risque d'avoir un sacré engouement. Parce que si l'équipe, vous avez vu comment les U20, les U17, l'engouement qu'il y a pu avoir au Maroc, mais imaginez si c'est la CAN. Ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de malade. Il va y avoir une montée en puissance, 8e, quart, demi, etc. S'ils se qualifient, mais ça va être un truc incroyable. S'ils vont au final, je pense que le pays va s'arrêter. Si à finale de la CAN au Maroc. Voilà, non, là, je crois que... Le 18 janvier 2026, un jour de la finale, on rappelle, à la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Hervé sera là pour la couvrir. On sera là aussi pour vous faire un dispositif de dingue sur Sport News Africa. J'ai un podcast, je leur dis un petit podcast. Écoutez mon podcast. Déjà le podcast pour un petit peu prendre des notes, mais aussi vous allez voir pendant la CAN, toute la couverture, il y a beaucoup de choses sur Sport News Africa. Donc voilà, le podcast, vous pourrez le suivre sur nos différents réseaux comme d'habitude. Hervé, en tout cas, merci beaucoup. Je parlais de mon podcast. Vas-y, le tien, voilà, c'est vrai. Mais parle-en, c'est vrai, tu as un podcast football africain. Sur l'équipe. Sur l'équipe. Oui. Sur le site. Mais c'est une pépite. Moi, je suis fan de ce podcast parce que je l'ai écouté. Oui, je l'ai écouté et franchement, Hervé, sans flatterie, tu sais, je suis pas le... C'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça qui se mettent sous le football africain. Parce qu'en plus, quand on a commencé, toi encore plus, moi, je m'en souviens, à mon époque, déjà, c'était compliqué quand on parlait football africain dans les rédactions. Toi, j'imagine même pas. Et quand on voit maintenant comment la CAN est couverte, honnêtement, moi, on m'aurait dit ça 10 ans avant, j'aurais dit, mais les gars, c'est de la science-fiction. Honnêtement, c'est de la science-fiction. Et je pense que c'est très, très bien qu'il y ait avoir des initiatives comme ça. Il faut que ça continue. Professionnel, moins professionnel, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux qui font leurs choses. Exact. À partir du moment où vous mettez en avant le football africain, exactement. J'ai fait des podcasts. Oui, dernièrement. Je t'ai vu. Magnifique, super. Je t'ai vu. Et donc il y a vraiment un intérêt, un engouement, et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut que justement cette CAN serve aussi à. Exactement. Il ne faut pas que ça retombe. Et il faut que tous les pays là qu'on voit. Le niveau d'exigence soit toujours encore plus élevé. Alors on le voit pour certains pays, et puis même les Comores, on ne s'attendait pas à avoir des résultats comme ça des Comores. Le Cap-Vert, ce qu'ils ont fait, alors bien sûr ils ne seront pas là, mais le Cap-Vert... Hervé, tu as oublié le Burkina Faso. Comme favori? Parce que, oui, comme celui qui peut outsider. Parce que le Burkina Faso... Richard, l'émission est terminée. Tu n'en vas partir pour une heure. Il y a des très bons joueurs. Et les Tapsoba, ils ont une bonne équipe. Hein. Ah, mais ils ont une très bonne équipe. Parce que même au barrage de la Coupe du Monde, ils sont passés de peu. Etc. Ils ont une très bonne équipe. Des jeunes aux Pays-Bas très très bons. Hervé Kofi qui fait un début de saison phénoménal à Angers. Non, mais ça... Dayo, etc. Non, ils ont vraiment des très bons joueurs. Maintenant, force est de constater que je les mettrais quand même un petit peu en dessous des autres. Quand même. Alors, ils ont quand même fait la finale. Mais ils ont quand même fait demi-finale au Cameroun. Hein. Oui, puis finale en 2013. Il y a quelques années déjà. Mais non, il ne faut pas. Ah non, je ne vais surtout pas rayer nos amis burkinabés. Mais
Si, il faut mettre sinon, ils sont tous favoris. Voilà, quoi. c'est ça. Alors là, On ne peut pas mettre 24 favoris. équipes favoris, On peut pas mettre 24 favoris. Bon, En tout cas, là, ça va être un tableau Ah, on va ouvert. se- Ça va être non, un tableau non, ouvert. Non, mon on son, va se régaler. je vais juste On te va faire se une petite régaler. remarque à Hervé. Hervé, j'ai une petite remarque à te faire. Est-ce que tu sais que le Cameroun a gagné sa première CAN en Côte d'Ivoire? Hum, La Côte d'Ivoire a gagné sa première CAN au Sénégal Ouais, et le Sénégal a gagné sa première CAN au Cameroun. Mhm. d'accord. Et alors? Et je dis, est-ce que ce n'est pas un signe du destin Et pour ces alors, trois nations-là? Parce que ce sont les trois nations qui, en général, en Afrique, quand ils se rencontrent, il y a toujours, il y aura un ouais, mais tu veux Cameroun, dire quoi, alors, qui il y aura un gagne au Cameroun, Maroc? Suivant il y ton aura- raisonnement, il y aura vous croyez un qu'il y a Cameroun, Istanbul Ouais, par- ouais, il y aura- par je pense- escalier, il y aura là. un Cameroun Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique, En Ouais. phase de en groupe. phase de groupe. Mhm. Pour toi, quelle est l'équipe qui est favorite dans cette rencontre? Il ne faut jamais. On n'a pas parlé du Cameroun, c'est bizarre ça. Mais il ne faut jamais rayer les Camerounais. Ah mais jamais, jamais. Le seul problème. Ah mais non, mais les Camerounais, ah non mais jamais, jamais. Surtout sur des cannes parce qu'ils ont l'expertise de cette compétition-là. Ça on peut pas le relever, même si la dernière fois c'est pas très très bien passé. Mais vu l'ambiance, il y a le bordel. Oh, le On bordel. peut le dire, on peut le dire. Qu'il peut y avoir, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Alors, déjà, là, au moment où on fait ce podcast, Mhm. d'accord, Marc Brice est sur le banc. Moi, je ne peux même pas vous dire, parce qu'on sait tellement rien, puisque Samuel Eto'o vient d'être élu. Mhm. Je sais pas du tout, moi, déjà, qui sera sur le banc pour la CAN. Je n'en sais rien. Et même si Marc Brice est encore là, s'il y a un changement, par exemple, de ministre des Sports dans un gouvernement qui viendrait assez vite, par exemple, mais Mhm. qui peut aussi attendre, parce que la dernière fois, ça va être attendu janvier. Mhm. On n'en sait rien. Après, quelles seront les relations entre ministère, Brice, etc. Si, imaginons que Brice est sur le banc, mais Le ministère a changé. le ministère a changé, donc il sera peut-être plus sur le banc. Et donc il y a plein de choses comme ça. Et même sur le banc, rappelons-nous quand même que ses adjoints n'étaient pas sur le banc la plupart du temps, hein, Mhm. ses adjoints. L'assistant. Donc, voilà, l'assistant. Alors qu'est-ce qui va se passer la prochaine CAN? Est-ce qu'on va dire non, mais on veut même plus de lui dans les... J'en sais rien, je ne sais pas. Donc il y a tellement d'interrogations avec le Cameroun. Maintenant, on est des lions et les indomptables, il faut toujours s'en méfier. C'est ça. Mais la Côte d'Ivoire a un peu plus de certitude sur ce plan, avec un entraîneur qui est en place depuis quelques temps, Guy Demel qui est son adjoint, ils ont mis un staff en place, il n'y a pas tous ces soucis-là, avec un président de fédération Itazelo qui est main dans la main avec son sélectionneur, et avec les joueurs quand même, avec des joueurs de très haut niveau, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ah oui, Aussi. bien sûr. Donc non, là pour l'instant... On n'en a pas trop parlé aussi. Hein. Les joueurs de la Côte d'Ivoire, on n'a pas parlé, mais ils ont un sacré groupe. Ah ouais, ils ont un sacré potentiel. Avec un joueur que j'ai découvert, là, regardez-le. Et moi, il m'a bluffé. Chaque fois que je l'ai vu, puis après, j'ai essayé de regarder des extraits avec Leipzig. Là, c'est Yann Diomandé. Yann Diomandé, Yann- c'est vrai. Yann Diomandé, que je Non, ne connaissais pas. franchement. Enfin, je connaissais de nom, parce Oui. que je connais à peu près les joueurs. Mais partout, virevoltant. mais- Virevoltant. Mais alors, vraiment, il m'a bluffé. Il m'a bluffé. Alors, est-ce que c'est un peu feu follet ou un feu de paille, j'allais dire. Ouais. Un feu de paille, ou à 18 Attention, ans, on va, là, je dis à regarder et à suivre de près. Parce que franchement, Justement, il y aura beaucoup d'attractions sur cette CAN Exact. au niveau du jeu. Je pense aussi de tout ce qui se passera autour de la compétition. Et donc, on va suivre ça de près. Hervé, merci beaucoup Eh ben, c'était un plaisir, c'était pour un la plaisir. participation. Richard, on se Plaisir, retrouve très toi. bientôt. Oui, quand on avait on a envie de rester en studio. Hein. Moi, moi j'aurais envie de rester, mais là le problème c'est que... On a d'autres impératifs. En D'accord, tout c'est cas, voilà, normal. on reste connecté sur SNA. Et puis, bonne CAN à tous. Et puis, on se retrouvera après pour faire un débrief. Bonne canne à tout le monde, on Ciao, va se ciao. régaler. Allez les Lions!